Alors, on y va sans plus tarder. Merci à tous de vous joindre à ce webinaire de Métallogique. On en fait quelques-uns comme ça périodiquement dans l'année sur différentes thématiques. Et puis, aujourd'hui, Christian et moi, on sentait une opportunité de vous parler de la transformation de la collaboration numérique en entreprise, des grands principes qui l'entourent. Et puis, on espère que dans le courant de cette présentation-là, vous retirez au moins quelques concepts ou peut-être quelques grands principes qui vont pouvoir vous être utiles. Sans plus tarder, on se présente. Moi-même, Max Sénécal, directeur des ventes, et je suis accompagné de mon collègue, le distingué Christian Fortier. Bonjour Max, ça va bien? Yes, super. Alors, moi, dans le cadre de la présentation, j'agis comme conseiller senior en analyse d'affaires. Tu es également un architecte SharePoint Exact. et également tu aides à la fonction marketing chez Metallogic. Tout à fait. Donc, et on va passer rapidement là-dessus, je vous promets, mais juste pour nous positionner, Métallogique, on est avant tout un centre d'expertise Office 365 SharePoint à la base. On a une structure qui nous permet d'accompagner nos clients à partir de ces bureaux de Québec et Montréal, spécifiquement à travers notre centre de développement et innovation. On regroupe toutes les expertises et les métiers qui sont nécessaires à adresser les défis de la collaboration numérique en entreprise et de la gestion documentaire. Donc, on a autant là, des architectes à très haut niveau, tant sur le volet affaires que technologique, que des développeurs, des ergonomes, designers, des experts en formation et gestion du changement. On est évidemment aussi des partenaires sur différents aspects, différentes solutions avec des grandes organisations telles que le groupe Canam, AgroPure, Giro, bref, vous les voyez à l'écran. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait avec ces organisations-là. On les accompagne dans leurs défis de collaboration, de transformation numérique et de gestion documentaire à travers notre vision qu'on va vous présenter un petit peu plus tard dans le webinaire. Donc aujourd'hui, le menu, qu'est-ce qu'on mange pour dîner? C'est très simple. On va commencer par définir le thème de notre webinaire. Qu'est-ce que ça signifie la transformation numérique? On va parler des trois grands volets qui sont touchés par la transformation numérique qu'on vit actuellement. Donc, le grand paradigme de passer de système à service. On va également s'entretenir sur les avantages et les interrelations entre une infrastructure locale et l'info nuagique. Donc, on vous promet qu'on n'ira pas trop dans le techno, mais c'est vraiment en train de comprendre les grands principes, les grands concepts derrière ça. Et on va terminer avec vraiment l'évolution de ce qu'on appelle d'un intranet qui s'en va de plus en plus vers un écosystème. En anglais, même, il y a certains de nos partenaires qui parlent d'un digital workplace. Donc, on va toucher un petit peu à ce concept-là, puis les meilleures pratiques pour aller chercher le meilleur des outils qui sont maintenant à notre disposition. Alors, Christian, sans plus tarder, je te laisse la parole pour nous présenter tout ça. Wow, magnifique intro. Merci beaucoup, Max. Ça me fait plaisir. Alors, effectivement, le concept de transformation numérique, je dirais, c'est pas mal la saveur du jour. C'est un concept qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de démystifier un peu tout ça et de vous expliquer là, la compréhension que nous, on en a chez Métallogique. D'une certaine façon, c'est un processus qui est en cours depuis plusieurs années. Donc, les plus vieux d'entre nous, on a connu le mode où on travaillait essentiellement papier et où la documentation là, était sur des supports physiques, que ce soit des classeurs, dans mon cas, souvent le dessus du bureau. Et progressivement, là, depuis une vingtaine d'années, les fichiers, tranquillement, sont devenus de plus en plus numériques dans des espaces qui étaient très locaux. Et physiques. Oui, oui, effectivement. Donc, on est passé là, du disque rigide de l'ordinateur, du poste de travail, à des endroits centralisés comme des répertoires réseau. Et là, depuis quelques années, le grand changement, c'est l'arrivée de l'info nuagique, où finalement, là, c'est plus seulement le fichier je dirais, qui est dématérialisé, mais même l'espace physique où on l'entrepose également. Exact. Pour nous, ça représente l'arrivée d'Office 365 dans le marché, puis la vision qu'on en a à l'intérieur d'une entreprise, ça représente trois grands changements de paradigme. Le premier, c'est le principe de passer d'un système à un service. Le deuxième, de passer d'un principe d'infrastructure locale où on est propriétaire du parc de serveurs où est entreposé ces données-là à une infrastructure en info nuagique.
Et comme tu le disais, le concept d'intranet aussi, là, qui est en train d'être, je dirais, revu et amélioré. Toi, Max, une semaine dans le sud de temps en temps, t'aimes ça? Ben écoute, j'aimerais ça que ce soit de temps en temps. Malheureusement, le travail m'occupe tellement que ça fait déjà longtemps que j'y rêve et puis ma dernière visite dans un tout inclus remonte quand même assez loin. Mais je te dirais que oui, ça me brancherait beaucoup. Fait quand on veut pas se casser la tête, c'est vraiment le type de voyage qui est tout indiqué. Donc, oui, ça n'a pas la même flexibilité d'un voyage où on prépare tout l'itinéraire nous-mêmes et où on gère toute la logistique des hôtels, des véhicules, des endroits visités, tout ça. Mais dans le cas où on veut tout simplement focuser sur notre bien-être, le tout inclus, c'est une alternative qui est très intéressante. D'une certaine façon, le concept concept qui est proposé par Office 365, qu'on appelle le SaaS, qui est Software as a Service, c'est un peu le même parallèle qu'un système tout inclus. Donc, à ce moment-là, toute la logistique liée aux vacances, dans ce cas-ci liée à l'utilisation des outils, ou l'évolution même de ces outils. On laisse Microsoft jouer le rôle de gentil organisateur, puis dans le fond, de nous planifier les activités à notre place. Donc, ça a grand avantage que ça simplifie beaucoup la logistique d'utilisation. On a juste, d'une certaine manière, à se laisser bercer par le courant et ça réduit beaucoup les coûts d'exploitation TI parce qu'en fait, c'est le fournisseur, en l'occurrence Microsoft, qui prend en charge l'évolution du système à notre place. C'est probablement un des plus grands gains que nos clients nous rapportent, c'est surtout du point de vue infrastructure. Donc, oui, effectivement, il y a un glissement au niveau du business model, puis de comment qu'on calcule l'impact d'utiliser Office 365 dans son organisation, mais un des principaux facteurs qui est affecté, c'est évidemment qu'est-ce que ça représente en termes de gestion interne au niveau TI sur les infrastructures. Tout à fait. Par contre, ça amène une agilité là, qui est très difficile en bon français à accoter au niveau de l'entreprise. Donc, Microsoft déploie des bonifications de son système de manière mensuelle. Donc, ici, là, on voit à l'écran le roadmap. Donc, en fait, là, vous voyez là, la liste d'améliorations qui sont en cours ou en termes de déploiement. C'est assez impressionnant. Et ça fait un gros contraste par rapport à ce qu'on voyait chez Microsoft dans le passé où, excusez-moi le terme anglais, mais le release cycle, pardon, des nouvelles fonctionnalités ou encore des grands changements, spécialement avec SharePoint lorsqu'on était on-prem. C'était souvent sur des cycles de 2, 3, même dans certains cas, 5 ans. Alors que là, on passe à un mode de mise à jour là, qui est mensuel. Par contre, une mise à jour pas seulement de rustine de sécurité, mais là, on parle vraiment de fonctionnalités qui s'ajoutent. Nouveaux applicatifs. Voilà, de maturité supplémentaire dans la solution. Par contre, il y a un inconvénient avec le paradigme de l'info nuagique en Office 365, c'est de la personnalisation qui prend un autre sens. Tout à fait. Puis on va le voir un peu plus loin, comment on est capable de, je dirais, contourner ça. Parfait. Donc, ce concept-là, en fait, lié avec l'ajout de plus en plus d'intelligence artificielle dans la solution, ça vient changer de manière assez radicale la façon de consommer de l'information. Donc, il y a un concept d'autonomie puis de découverte qui est, je dirais, relativement nouveau par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Le volet découverte, en réalité, en tant que consommateur, on a déjà eu le moyen d'y goûter. Oui, d'y goûter avec des outils comme Netflix, comme Spotify, entre autres. Même Apple Facebook. Music. Même Facebook, oui, jusqu'à un certain point. Donc, il y a tout le concept que selon nos habitudes de navigation, nos habitudes de consommation, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous proposent le contenu qui nous semble le plus approprié. Et contrairement à l'époque où on allait au club vidéo, où on allait systématiquement aller chercher, je ne sais pas moi, le dernier Arnold Schwarzenegger ou la suite de Star Wars, de plus en plus, quand on utilise ces outils-là, on arrive avec une idée un peu plus vague de ce qu'on désire et on se laisse un peu inspirer par ce que le système nous propose. De la même manière, ce nouvel écosystème-là procède un peu de la même façon. Fait que plutôt que de déposer les actifs informationnels de manière, je dirais, relativement statique, et on laisse le fardeau à l'utilisateur de trouver le bon endroit où aller accéder d'informations, de trouver la bonne série de mots-clés pour trouver le document qu'il cherche,
Donc, il y a une espèce là, d'équilibre entre le mode, je dirais, push puis le mode pull. Donc, on voit ici les différents actifs qui sont à la portée de l'utilisateur. Donc, que ce soit les notes, les fichiers, les tâches, les conversations. Puis là, ça peut être des conversations, je dirais, de manière en temps presque réel, donc plus en mode mur à la Facebook ou messagerie instantanée ou de la communication qui est plus en différé, comme des courriels, tout ça. Donc ça se retrouve tout sous un même toit. Et dans le fond, l'offre de consommation est en contexte de l'utilisateur. Et puis, un des grands éléments de ça, Christian, c'est l'intelligence artificielle qui commence à être intégrée spécifiquement dans Office 365 et qui vient justement contextualiser nos interactions avec l'actif documentaire, nos recherches et qui, comme tu le disais, nous enlève du fardeau d'aller constamment utiliser la structure de recherche qu'on a besoin de façon classique pour trouver notre document, mais bien plutôt de se le faire proposer par Office 365 et différents outils qui travaillent derrière ça pour nous présenter ce qu'on a de besoin. Tout à fait. Je te donne deux exemples concrets. Le premier, c'est l'interface par défaut de la fonction SharePoint à l'intérieur d'Office 365. Donc, on voit la notion de site fréquent. Donc, à ce moment-là, en fonction de nos habitudes de navigation, en fonction des habitudes de navigation de nos collègues aussi, on est capable de voir là, où ça bouge dans l'organisation. Et à ce moment-là, on se fait proposer là, les contenus là, qui sont les plus, je dirais, actifs dans l'organisation. Un autre exemple, c'est l'application Delve, où là, ici, on a l'interface d'une employée, donc une de nos collègues. Et à ce moment-là, je suis capable de voir sur pas juste quel document, mais quel actif informationnel est en train de travailler. Donc, ça peut être autant, oui, les documents bureautiques, mais ça peut être un courriel qu'elle a envoyé avec une cliente, ça peut être une pièce jointe qu'elle a reçue. C'est disponibilité dans la journée. Voilà, exact. On est capable de voir les collègues avec qui elle échange le plus pour voir si je ne devrais pas aller consulter la page de ce collègue-là aussi pour faire du pouce dans ma collecte d'informations. Ou encore un document qui est consulté par les membres de notre équipe sur le même site d'équipe SharePoint que nous, on n'a même pas encore consulté, mais qui va nous être proposé par Delve parce qu'ils suspectent qu'il doit être d'intérêt pour nous de par notre fonction puis de nos profils utilisateurs, nos profils usagers dans Office 365. Voilà, puis ça peut aller aussi loin que de proposer la présentation en lien avec la réunion que tu vas avoir dans une demi-heure. Ça va aussi loin que ça. Donc, ça change beaucoup de la page d'accueil traditionnelle, ça, Christian. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ensuite, au niveau de l'autonomie, en réalité, cette plateforme-là n'est plus uniquement web. Donc, par exemple, si j'ai besoin d'ouvrir ou d'éditer la présentation qu'on est en train de consulter, je n'ai pas nécessairement besoin d'aller via mon furteur, d'aller me connecter en ligne, puis d'aller retrouver le document. Via mon client lourd, PowerPoint, qui est sur mon poste de travail, je suis capable d'accéder à mes contenus qui sont en ligne. Même chose pour le mobile. Donc, finalement, j'ai plusieurs portes d'entrée pour accéder à mes contenus. Je suis plus confiné à une page d'accueil de portail. En passant, cette page d'accueil-là, c'est la page d'accueil de Air Nouvelle-Zélande qui a remporté un prix d'ergonomie en 2014. Tu vois comment que le monde va vite. En 2017-2018, je suis loin d'être sûr que c'est ce type de modèle-là qui va remporter la palme dans un contexte de transformation numérique. Parce qu'à partir du moment où l'utilisateur est autonome, a accès à plusieurs portes d'entrée pour accéder à ses contenus, ça va devenir de plus en plus difficile de forcer les gens à passer par une porte d'entrée unique. Surtout que les gens aussi, comme on le mentionnait tantôt, dans leurs autres habitudes de navigation, sont habitués maintenant de passer par leur propre chemin en fonction des recommandations puis des optimisations des interfaces qu'ils utilisent. Donc, l'intranet lui-même évolue dans cette même direction-là. Voilà. Fait que sans annoncer tout de suite la mort du portail tel qu'on le connaît, assurément, son rôle va changer dans les prochains mois, prochaines années, et des éléments qui sont souvent considérés très importants dans une organisation, comme la manière de pousser les annonces corporatives. Le fil de nouvelles. Voilà. Il va falloir repenser un peu le modèle traditionnel et trouver un autre moyen d'aller connecter avec ses employés.
Donc, à partir du moment où le système est en mode tout inclus, et comme tu le disais, on n'est plus limité au niveau de la personnalisation des logiciels, ben, à ce moment-là, le paradigme change de manière importante. Donc, s'il y a un delta entre notre système informatique et nos employés, ben, si on ne peut plus toucher au système, ben, à ce moment-là, le delta, il faut qu'on le comble au niveau de nos employés. Et voilà. Donc, ce qui fait qu'il risque d'avoir de plus en plus, on va offrir une série d'outils aux utilisateurs, puis il va falloir s'assurer que nos utilisateurs s'approprient ces outils-là de manière efficiente. Puis je pense que c'est là où ce que tu le décris bien, Christian, que ce qu'on vit dans le fond, c'est pour continuer d'évoluer d'un point de vue gouvernance TI, on ne pourra plus personnaliser à outrance la machine ou les systèmes en fonction des besoins des utilisateurs, mais bien utiliser les bons outils dans le contexte d'utilisation des utilisateurs pour justement assurer la pérennité puis l'évolution de ces outils-là. Exact. Exact. Ça fait le tour de notre premier paradigme. Le deuxième, c'est de passer d'une infrastructure locale à l'info nuagique, ce que j'appelle choisir ses combats. Évidemment, l'implantation d'un système informatique, peu importe qu'il soit de manière locale ou en info nuagique, il y a plein de coûts qui sont rattachés à ça. Donc, bien souvent, les coûts de licence, configuration de base, puis l'hébergement, ça, c'est les no-brainers. En bon français, les gens, c'est les coûts naturels qui associent un système. Il y a plein d'autres coûts qui sont rattachés là-dedans, puis que souvent, on quantifie mal ou on sous-estime. Il y a évidemment la formation, mais il y a aussi tout le volet personnalisation, comme on vient tout juste de discuter, l'intégration intersystème. Et du point de vue de l'exploitation, il y a tout le côté soutien technique, le volet évolution du système, parce que tout ce qu'on a personnalisé lors de l'implantation... Il faut le faire vivre et le faire évoluer. Voilà. Et tout le volet de prévention et correction de panne. Donc, dépendamment qu'on est en infrastructure locale ou en info nuagique, en fait, c'est la répartition de ces dépenses-là qui varie énormément. Alors que dans une infrastructure locale, le coût des licences représente environ 9%. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de frais, je ne dirais pas cachés, mais en réalité, ces frais-là, ils existent. Souvent, les organisations ont peu tendance à les associer avec, je vais vous dire, avec les bons postes de dépenses. Donc, souvent, le soutien technique, on fait une espèce de frais fixe flat, puis on oublie peut-être de ventiler ces frais-là avec chacun des systèmes pour voir le coût total d'un système dans une organisation. Ce qui requérait aussi beaucoup les divisions, les unités d'affaires TI au sein des entreprises à devenir très, très, très chargées de ces responsabilités-là également. Voilà. Donc, une fois en info nuagique, oui, les frais d'abonnement sont beaucoup plus élevés, représentent 68%, mais représentent au moins 68% des dépenses totales du système, dans le sens que ce qu'on voit, ce qui est caché, la partie cachée du iceberg, ben en fait, ça, c'est ce qui reste, je dirais, à assumer par l'entreprise. Et ben, en fait, la pile est beaucoup plus faible, à part le volet de formation continue. En réalité, l'essentiel des frais associés au système TI sont couverts à l'intérieur du frais d'abonnement. Ce qui fait que ça permet de mettre notre focus sur d'autres types d'activités à l'intérieur de l'organisation. Le dernier paradigme qui vient à changer, c'est la notion même d'intranet qui passe plus à un système d'écosystème ou de digital workplace, comme tu le mentionnais. Étonnamment, ce n'est pas un concept qui est très nouveau. J'ai ressorti dans mes archives ce graphique-là qui date de 2006, où on montrait les différents niveaux de maturité des intranets. Et ben, quand je regarde le niveau 6 qui parle d'interface consolidée de l'environnement de travail, en réalité, ça ressemble étrangement à l'offre de service actuelle d'Office 365. Absolument. Donc, en réalité, c'est juste une nouvelle étape d'un continuum qui est déjà bien enclenché depuis très longtemps. Et ce que le graphique nous dit, c'est que là, les étapes 7 à 12, là, il va falloir qu'on les fasse ensemble. C'est ça, pas seulement métallurgique, mais en tant qu'industrie, il va falloir qu'on se penche sur ça va être quoi les prochaines étapes à partir du niveau 6. Donc, le besoin
diffuser de l'information de nature corporative. On parlait du fameux fil de nouvelles, mais il y a toute une série d'informations comme les politiques et procédures d'une entreprise, l'organigramme. La gestion des compétences, voilà. Les liens externes vers les autres systèmes de mission d'entreprise. Fait que tout ça, ça garde toute sa pertinence. Ce qui change, c'est que ça s'inscrit dans un portrait qui est beaucoup plus large, qui est ce que nous, on appelle l'écosystème collaboratif, qui va intégrer d'une part les espaces dédiés à la gestion de projet, qui en fait, qui va tracer tout le processus de vente jusqu'à l'archivage des projets une fois qu'ils sont terminés. Il y a toute la gestion de la connaissance liée aux différents métiers, donc que ce soit TI, ressources humaines, ressources matérielles, la haute direction, etc. La connexion avec tous les autres systèmes d'information, donc par exemple, les projets vont vouloir se connecter avec le CRM pour aller chercher l'information relative aux clients. Ou le ERP pour la disponibilité des ressources, qui est ma meilleure ressource que le système va me proposer pour tel projet que j'initie à travers mon écosystème. La connexion avec le PPM pour connaître la capacité globale. Donc, finalement, là, on voit que tous ces systèmes-là, plutôt que de travailler en silo, deviennent interconnectés. Voilà, exactement. Et tout ça, c'est supporté par toute une série de services corporatifs, que ce soit le bottin d'entreprise, que ce soit la gestion de la sécurité, que ce soit la recherche, que j'appellerais conventionnelle, qui garde encore sa pertinence, et qui est appuyée évidemment là, sur une base technologique et une gouvernance. Ici, on a la même représentation de l'écosystème. Mais à notre saveur, chez Métallogique. Voilà, et d'un point de vue, je dirais plus par grande fonctionnalité ou grand service offert plutôt que par espace. Exactement, Christian. En fait, nous, c'est ça à quoi on croit chez Métallogique. C'est ces grandes tendances-là, nous, on voyait qu'elles avaient énormément de potentiel dans l'écosystème déjà de base d'Office 365 et des différents outils SharePoint. Mais on voyait également, à travers l'accompagnement qu'on a réalisé avec nos nombreux partenaires et clients, qu'il y avait des besoins encore plus nichés, encore plus spécifiques, où, malgré la puissance des outils d'Office 365 SharePoint, il y avait des limitations ou encore il y avait des solutions tiers qui faisaient un meilleur boulot. Donc, c'est pour ça que nous, à la base Métallogique, on croit que une bonne implantation puis une meilleure utilisation, donc le meilleur retour sur investissement possible de notre coût de licence d'Office 365, c'est la base, c'est la fondation technologique. Mais pour compléter cette fondation technologique-là, pour atteindre le plein potentiel de notre écosystème, on a intérêt à investiguer qu'est-ce qui s'offre en marge de ça. Donc, nous, proprement dit, chez Métallogique, ce qu'on fait, c'est qu'on a été chercher, suivant un audit, suivant une évaluation, ce qu'on croit être les meilleurs partenaires pour ces besoins de niche-là. Donc, je prends un exemple, Nintex, qui est le market leader mondial dans la gestion des flux de travail, l'automatisation des processus et la gestion des formulaires complexes. Donc, évidemment, Office 365 offre déjà Flow pour certains flux de travail automatisés très simples, mais lorsqu'on a de la complexité, lorsqu'on a des grands ensembles de conditions, lorsqu'on doit travailler à partir de mobiles sans connectivité, lorsqu'on doit travailler de façon multilingue, bien là, clairement, Office 365 et Flow n'ont pas la maturité d'adresser ces besoins plus intensifs. Exactement. Donc, Nintex, dans notre vision de notre écosystème collaboratif en entreprise, vient complémenter ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Nintex, on va faire un webinaire spécifiquement sur cette solution-là, étant donné son grand ensemble de possibilités. C'est un gestionnaire de flux de travail et d'automatisation des processus qui est considéré comme low-code, voire no-code. Donc, ça veut dire qu'on décharge encore une fois les TI dans le même esprit. Il y a une congruence entre notre vision de dire les TI devraient avoir de la valeur ajoutée en organisation, ne devraient pas qu'avoir à gérer les demandes des utilisateurs internes, des business units, à développer ou à personnaliser à outrance. Au contraire, donnons-leur des outils avec le bon cadre de gouvernance dans lesquels ils vont pouvoir vraiment se les approprier de façon autonome, mais en congruence avec notre gouvernance, afin de pouvoir justement développer autour de cette fondation technologique-là puis adresser leurs besoins d'affaires spécifiques. Un autre exemple d'un partenariat que nous, on intègre dans certains cas au niveau de l'intranet, extranet, on voit le logo Valo à droite.
dans certains cas d'utilisation, dans certains cas spécifiques d'organisation, on a des demandes de fonctionnalités qui sont très, très, très déjà ciblées et générales. Et Valo est un bon produit qui vient immédiatement nous donner cette couche-là. En plus, ce qui est intéressant avec Valo, pour donner cet exemple-là, c'est qu'il rend extrêmement facile la personnalisation de nos pages, de notre édition, de notre évolution, de notre intranet. C'est un accélérateur dans l'implantation, en fait. Exactement. On voit le logo en bas de Coginov. Coginov est une compagnie québécoise qui a des clients partout dans le monde, des importantes sociétés, autant en Europe qu'en Amérique du Nord. Coginov s'est développé une expertise dans la recherche intelligente et contextuelle et sémantique. Donc, lorsqu'on veut aller vraiment très loin dans nos habiletés de recherche puis de gestion de notre actif documentaire, Coginov a plusieurs outils intéressants. Et puis là, dans ces besoins spécifiques-là, nous, Métallogique, on regarde avec notre client comment ça peut venir renforcer cet écosystème-là. Et même dans certains cas, l'utilisation de métadonnées est générée automatiquement par Coginov. Donc, à ce moment-là, on enlève même un poids à nos utilisateurs sur la manière de catégoriser leur information. Absolument. Si on glisse notre œil à gauche, on voit le logo de T2I, qui est une solution de dématérialisation documentaire et de gestion de comptes payables extrêmement puissante. Encore une fois, pourquoi toutes ces solutions-là, nous, on a décidé de vouloir les considérer dans notre écosystème, c'est parce qu'elles vivent très, très bien et ils nous ont démontré qu'elles étaient capables de suivre les évolutions autour d'Office 365. Parce que la dernière chose qu'on veut faire avec un client, c'est lui recommander dans sa base technologique une solution qui ne vivra pas ou n'évoluera pas au même rythme qu'Office 365 le fait. De la même façon, Christian, évidemment, il y a plusieurs avantages à avoir un écosystème numérique. On a touché sur les différents volets des 3 paradigmes, mais la synthèse de ça, puis qu'est-ce qu'on va chercher en entreprise, c'est vraiment ça qu'on veut considérer. On le fait évidemment avant tout pour un ROI, donc on optimise les dépenses et le temps. Donc, de façon générale, lorsqu'on veut se doter de cette vision de collaboration-là avec Office 365 et dans certains cas d'intégration de solutions qui vivent en harmonie avec cet écosystème-là, c'est pour vraiment calculer un retour sur investissement. Concrètement, ça passe par, évidemment, la diminution des erreurs dans le traitement de l'actif documentaire. Ça passe par un traitement plus rapide de cet actif documentaire-là. Évidemment, on parle aussi de collaborer sur une seule version d'un document. C'est un exemple très spécifique, mais ô combien répandu. On vient tous d'un historique où on faisait évoluer un document en se l'envoyant en pièce jointe par courriel, en rallongeant le titre du document à version draft finale, version 2.2, version 5, révisée, version en approbation. Et puis au final, ce document-là s'était promené dans les attachements, dans les pièces jointes d'un paquet de courriels, résidait localement sur un paquet d'ordinateurs, de postes de travail qui peut être un enjeu de gouvernance dépendamment de la nature du document. Et au final, on n'avait jamais l'assurance qu'on travaillait même sur le bon document quand on le recevait. En fait, pour beaucoup de gens, Outlook est leur voûte documentaire personnel. En fait, pour beaucoup de gens, Outlook reste encore leur digital workplace que nous, on veut changer. Tout à fait. On travaille avec des clients, juste pour expandre rapidement là-dessus, où le courriel devient un outil secondaire, ce qui est à lui seul, cet énoncé-là est un méchant changement de paradigme. On a des clients maintenant qui passent 80% de leur temps au niveau de leurs usagers, de leurs utilisateurs, dans leur intranet, entre guillemets, et le courriel est juste un outil parmi cet écosystème-là, mais n'est plus l'outil prédominant. Encore une fois, on a comme gain la collaboration dans l'entreprise. On gagne en termes de transfert de connaissances, de partage du savoir, à collaborer plus efficacement, à donner des outils de communication additionnels qui étaient moins fréquents dans certaines industries, dans certaines organisations. On parle à la messagerie instantanée, Skype, Teams, Office 365 encore offre une richesse au niveau de ces possibilités de collaboration-là au sein d'une équipe de travail ou d'une unité d'affaires. L'optimisation de la recherche, c'est également un autre gros morceau. Lorsqu'on fait une bonne intégration d'Office 365 et qu'on se fait accompagner de la meilleure façon pour gérer notre actif documentaire de la meilleure façon, juste le temps de recherche qui diminue, à lui seul, souvent, montre le business case pour faire le changement de paradigme et s'en aller vers ces solutions-là. Je pense que toi, Christian, toi-même, tu avais été impliqué dans un dossier important à travers un des plus gros ministères au Québec,
où on a statué sur le projet d'intranet, puis on a été de l'avant simplement parce qu'on était capable de démontrer qu'en diminuant le temps de recherche de l'actif documentaire, ça justifiait financièrement le projet à lui seul. Ah oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a des recherches sur lesquelles on a mis la main qui parlaient qu'en général, les employés passent, c'était autour de 36% de leur temps en recherche d'informations. Donc, en faisant une petite règle de 3, réussir de diminuer ce temps-là de seulement 1%, eh bien, en économie pour l'organisme, ça chiffrait dans les 7 chiffres. C'est quand même incroyable. C'est sûr que ça s'applique sur la très, très large organisation, mais on peut faire des parallèles avec différents gabarits d'entreprise ou encore une fois, si on n'a pas la bonne structure de recherche, si on a de la difficulté ou comment je dirais ça, on court toujours après le bon document, ben c'est pas des activités à haute valeur ajoutée pour l'entreprise, puis il y a de la perte. Tout à fait. Puis, pourquoi on réussit à arriver à ça? Au-delà de toute la qualité des algorithmes qui sont en place, le fait que tout soit centralisé à l'intérieur d'un même écosystème, ça facilite grandement le travail de l'outil de recherche. Et le fait aussi que la documentation papier est un équivalent numérique, ça fait que si la facture qu'on cherche, là, il y en a juste une copie papier dans un classeur, ben à ce moment-là, le meilleur outil de recherche du monde, si le document n'a pas été numérisé, on n'arrivera jamais à le trouver. Exact. Donc, ça permet d'avoir finalement un inventaire complet des actifs disponibles dans l'organisation. Ceci étant dit, c'est pas magique tout ça. Non, effectivement. Il y a une espèce de fouillis à l'écran, Christian. Qu'est-ce que ça représente? Bien, en fait, ça, c'est les différents outils qui sont disponibles à l'intérieur d'Office 365. La beauté, comme tu le disais, c'était le nombre d'outils disponibles. Et en fait, je dirais peut-être son plus grand danger, c'est le grand nombre d'outils à l'intérieur de l'écosystème. Donc, c'est des enjeux de gouvernance, proprement dit. Tout à fait. Fait qu'au même titre où, dans un coffre d'outils, dans quel contexte on utilise le tournevis, dans quel contexte on utilise, en bon français, le moine, puis on le prend à batterie ou avec fil. Donc, finalement, il y a toutes sortes de situations qui vont déterminer qu'on utilise tel ou tel outil. Ben, en fait, dans la gestion du numérique, c'est exactement le même principe. Donc, et malheureusement, quand on lit la littérature de Microsoft pour se faire guider là-dessus, souvent, ce qu'on nous répond, c'est ben, prenez l'outil qui vous convient. Et le danger pour les organisations, c'est quand on passe ce message-là à l'ensemble des employés et que tout le monde fait ça un peu à sa façon. Donc, ces outils-là, effectivement, il n'y a pas de bonne réponse unique. Par contre, il faut qu'il y ait des conventions qui s'établissent à l'intérieur de l'organisation pour que, par exemple, dans le cas des espaces projets ou des espaces métiers, ou peu importe le cas de figure, que les employés qui réalisent une même fonction travaillent d'une manière similaire, de manière à garder une certaine conformité, une certaine uniformité dans l'expérience client. Ça devient spécialement vrai dans des organisations où on a différents profils d'utilisateurs. Donc, des fois, l'adoption aux technologies va être à géométrie variable, dépendamment qu'on est une organisation déjà par nature très techno, qu'on est très moderne dans nos façons de faire ou de collaborer, qu'on a déjà intégré beaucoup de ces outils-là dans nos pratiques. Versus une organisation qui compte parfois une moyenne d'âge un peu plus élevée, qui sont habitués à une façon de travailler un peu plus conventionnelle. Donc, ils vont invariablement, sans cadre de gouvernance puis sans bonne gestion du changement dans cette transformation numérique-là, adopter de façon différente les outils qui leur sont donnés, puis des fois avec une efficacité aussi qui va être variable. Tout à fait. Et les clients qui nous appellent, ils ne nous demandent pas... Ils ne demandent pas si c'est pertinent ou non d'utiliser Office 365. Ils nous disent comment on l'utilise. Voilà, par quel bord on prend ça. Donc ça, c'est je dirais, le principal danger. Puis en réalité, là, c'est pas mal là-dessus qu'on fait beaucoup d'accompagnement au niveau des clients pour les guider là, dans cette démarche-là. L'autre danger lié à l'utilisation de ça, ou l'autre défi, c'est de prendre pour acquis que parce qu'on donne des outils de qualité à quelqu'un, ben, ça en fait forcément un professionnel. Un super utilisateur. Voilà, c'est ça. Fait que j'ai la petite anecdote ici. En fait, c'était un photographe professionnel qui voulait marquer son point puis d'expliquer que de mettre une caméra de qualité entre les mains de tout le monde, ça ne fait pas nécessairement d'eux des bons photographes. Ça fait une personne avec une caméra, mais pas un photographe. Voilà, c'est ça.
Donc, en réalité, la photo de gauche, vous l'avez compris, là, ça a été pris par un photographe professionnel, puis la photo de droite, qui était étonnamment, c'est difficile à croire quand on compare les deux photos, mais qui ont été pris par le même type de caméra, le même type de lentille, les mêmes conditions d'éclairage, et ça a été pris là, à quelques secondes d'intervalle. C'est l'utilisateur qui a changé, pas les outils à sa disposition. C'est en plein ça. Et ben, il faut s'assurer en fait que nos employés, ça devienne des photographes et non pas des personnes avec des personnes caméras. avec des bonnes caméras. Donc, la transformation numérique, oui, est technologique, mais est avant tout humaine et il faut s'assurer en fait là, de développer là, les compétences puis l'expertise de notre personnel pour être capable de suivre la vague, de s'approprier ces outils-là, qui sont dans bien des cas des dérivés d'outils qu'ils connaissent déjà. Donc, en réalité, là, que ce soit je pense à Dropbox, Google Drive ou Facebook, LinkedIn. Donc, il y a plein d'outils, je dirais, de consommation de masse qui sont utilisés. Et en fait, Office 365, dans bien des cas, c'est des versions entreprises. Donc, les gens connaissent ces technologies-là, les demandent à grand cri. Il faut juste s'assurer qu'ils soient encadrés dans l'utilisation. Pas encadrés dans le sens de restreinte, mais plutôt encadrés dans le sens de bien diriger le focus pour aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. J'en profite en même temps, Christian, pour faire un point là-dessus. C'est un des gros éléments, nous, puis je le dis sans prétention, où on a vraiment fait la différence avec nos clients. De faire affaire avec des experts Office 365 et SharePoint, c'est bien, mais de le faire avec des gens qui sont capables de empower, excusez-moi le terme français, mais vraiment de donner toute la couche de valeur ajoutée puis les bonnes pratiques, autant dans la formation que dans la gestion du changement, c'est ce qui fait la différence. Évidemment, si vous êtes déjà dans une organisation TI au sein de votre entreprise, il y a déjà normalement des grands principes de gouvernance, des grands principes d'utilisation, mais si on veut avoir vraiment l'éventail des possibilités puis les meilleures recommandations, non seulement pour opérationnaliser cet écosystème-là, mais aussi de comment qu'on amène nos utilisateurs, nos gens au marketing, nos gens aux ressources humaines, nos gens en finance dans l'organisation avec ce degré de proefficience-là, ben c'est là où ce que Métallogique, nous, on s'est donné comme mission, entre autres, de vraiment vous donner les meilleurs outils au niveau TI pour bien communiquer ça, puis de vous donner une structure aussi pour faire cette gestion du changement-là. On le fait entre autres avec des organisations en allant directement faire des ateliers de démonstration, ce qu'on appelle en anglais train the trainer. On va vraiment entraîner des super utilisateurs dans l'organisation pour qu'après ça, eux autres, dans leur ligne d'affaires, puissent transmettre ces meilleures pratiques-là et qu'ils comprennent bien les avantages à utiliser ces outils-là et de la façon dont on doit les utiliser. C'est ce qui conclut notre webinaire de ce midi. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez, on a quelques minutes s'il y a des participants qui ont des questions à nous poser. Et de la même façon également, si vous préférez poursuivre la conversation offline, ça va nous faire plaisir à Christian et moi de prendre réception de ça. On a évidemment nos coordonnées qui vont s'afficher à l'écran sous peu. Et puis, de mon côté, autant du côté de Christian que Max, on va être heureux de faire suite par courriel. La version enregistrée de ce webinaire-là sera également disponible et on vous rappelle qu'on aura également d'autres événements pour vous. Donc, restez à l'affût et encore une fois, ça fait un plaisir de vous donner cet aperçu général de la transformation numérique autour d'Office 365.